Selma Lagerlöf, le livre de Noël, le crâne. Il était une fois, dans la commune de Svartsjö, dans la province de Värmland, un homme qui, le jour du réveillon de Noël, fit une tournée de ses amis pour les inviter à partager le repas du soir, mais ne trouva personne qui voulût quitter sa maison. Il parcourut ainsi un bon bout de chemin, mais finalement, quand la nuit commença à tomber, sans qu'il eût réussi à attirer un seul hôte, il comprit qu'il n'avait plus qu'à retourner chez lui avec son dépit. Cet homme aurait dû comprendre que le projet qu'il avait nourri n'avait aucune chance d'aboutir autrement, et accepter calmement ce résultat. Mais il ne le fit pas, car tous les refus essuyés l'avaient terriblement vexé. Il avait acheté autant de victuailles que d'eau de vie, et sa femme était justement en train de préparer le festin. Mais à quoi bon tout cela, quand aucun joyeux compère ne désirait lui tenir compagnie à table pour le réveillon de Noël? Évidemment, il se considère trop beau, messieurs, pour venir chez moi, dit-il. C'est parce que je suis fossoyeur et que célébrer le réveillon de Noël chez moi ne fait pas assez distinguer. L'accusation était totalement injustifiée, car, quoi que l'on puisse dire des gens de Svartsjö, il n'est jamais venu à l'idée de quiconque de cette commune de refuser une invitation sous prétexte que l'homme serait trop simple. Cet homme n'était d'ailleurs pas un fossoyeur ordinaire. Il s'appelait Anders Öster et était originaire d'une vieille famille de musiciens. Lui-même avait fait partie de l'orchestre du régiment des chasseurs du Värmland et il n'avait accepté ce poste de fossoyeur qu'après avoir pris gracieusement son congé de l'armée. Il n'était pas seulement fossoyeur, d'ailleurs, mais aussi gardien d'église, fonction qui en soi n'a rien de rebutant. Pourtant, dans l'état d'esprit où il se trouvait maintenant, il ne considérait que les côtés sombres de la vie. Puisque personne d'autre ne veut venir chez moi, il ne me reste plus qu'à inviter quelques fantômes du cimetière, marmonna-t-il. Eux au moins n'auront pas honte de venir dîner chez le fossoyeur. Il passait à ce moment devant le vieux mur de pierre grise qui entoure le cimetière de Svartsjö. Et c'est cela, bien sûr, qui avait suscité cette idée, mais il n'avait certainement pas l'intention de la mettre en pratique. Lorsqu'il eut fait quelques pas de plus, il remarqua cependant un objet rond et blanc qui dépassait de l'herbe sèche du bord du sentier. Ça brillait bien plus qu'une pierre ordinaire et il s'arrêta pour voir ce que cela pouvait être. Et dans la pâle lueur du crépuscule, il découvrit un crâne. Oui, un crâne. Celui-ci avait probablement été rejeté avec le gravier et la terre d'une tombe qui lui-même avait creusé la veille. Puis un chien probablement l'avait traîné jusqu'à cet endroit. Dans des circonstances ordinaires, l'homme aurait sans doute ramassé ce reste humain, appartenant peut-être à l'un de ses ancêtres ou d'un homme qui en tout cas avait vécu et était mort dans la même commune que ce dernier, et il l'aurait remis dans la fosse commune. Mais l'homme n'était en ce moment pas d'humeur à entreprendre quelque chose de si simple et naturel. Au lieu de cela, il se leva son chapeau, s'inclina en souriant devant le crâne, et s'adressa à lui avec une voix étrangement douce et mélodieuse, qu'il n'utilisait que rarement et quand il était de son humeur le plus redoutable. « Bonsoir, bonsoir, dit-il. Quelle heureuse surprise. Ah oui, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter un joyeux Noël et deuxièmement de vous dire que je suis sorti pour lancer des invitations à dîner. J'aimerais savoir si vous-même vous considérez comme trop important pour venir chez moi ce soir. Il ne s'agit pas d'une grande fête, vous le comprenez bien, mais sachez que vous aurez suffisamment à boire et à manger pour vous sentir à votre aise. » Invitation lancée, il resta planté là, le chapeau à la main, comme dans l'attente d'une réponse. « Bon, en tout cas, vous ne dites pas non, » reprit-il, après avoir attendu un laps de temps raisonnable, « alors j'espère que vous viendrez. J'habite là-bas, dans la grande maison, sur le parvis de l'église. Vous n'aurez pas long à parcourir pour venir au festin. » Là-dessus, Anders Öster éclata d'un rire violent et mauvais, remit son chapeau et rentra chez lui sans faire d'autre halte un chemin. Il est vrai qu'il était le voisin le plus proche du cimetière. Son logement était installé dans le bâtiment même de la mairie, dans quelques petites pièces des combles. Après avoir traversé la véranda, il ouvrait sa porte d'entrée quand il fut accueilli par un spectacle fort peu propice à améliorer sa mauvaise humeur. Sa femme était en effet à quatre pattes par terre, en train de frotter l'entrée du rez-de-chaussée. Une mince bougie en suif, posée devant elle sur le sol mouillé dans un bougeoir en laiton, éclairait la brosse, le seau et la serpillière. Eh bien voilà une tenue d'être encore là en train de récurer quand des invités peuvent arriver d'un instant à l'autre, dit l'homme en entrant. Elle leva vers lui son visage aux traits purs et fins et d'une beauté surprenante. Il lui lança un bref regard. Elle comprit immédiatement de quoi il retournait. « Ah bon,
Personne n'a voulu venir, dit-elle. Oui, c'est ce que je me disais. Jamais on a entendu dire que des gens accepteraient des invitations en dehors de chez eux pour le réveillon de Noël. Non, tous ces gens vivent trop bien pour désirer venir chez nous, dit-il aussi violemment que s'il l'accusait elle. Ah, s'il y en a un qui a accepté l'invitation, poursuivit-il d'un ton nonchalant, mais il ne viendra qu'un peu plus tard. Alors monte l'attendre chez nous, dit sa femme. C'est allumé, la table est mise. J'ai bientôt fini ici. Mais Anders Öster n'avait aucune envie d'obéir à qui que ce soit. Il resta dans l'entrée, gênant le passage de celle qu'il avait par terre. Et il le savait, et ça l'emplissait d'une satisfaction amère. À sa droite s'ouvrait la porte de la salle communale, une grande pièce où les gens de la commune tenaient conseil et réunion. Dans la cheminée brûlait un grand feu dont les flammes éclairaient toute la pièce, et Anders Öster la contempla. Elle était agencée à l'ancienne, avec des murs en rondins grossiers, un plancher en latte énorme et les chevrons visibles au plafond. De solides bancs fixes couraient au long des murs. Une grande table en bois brut, aux pieds vrillés, était poussée dans un coin du fond, un biais par rapport à l'entrée. Devant la table était installée une chaise de président au grand dossier recouvert de cuir, image parfaite de l'autorité tranquille et du calme inébranlable. La femme avait nettoyé cette pièce aussi, avant de répandre sur le parquet du sable de plage blanc et des branches de genévrier hachées. À la lueur dansante du feu, Anders Öster trouvait la pièce respectable et plaisante, et il dit à sa femme « Quand tu auras fini, tu descendras les plats de Noël et tu dresseras la table ici, dans cette pièce communale. Je crois que j'ai envie de fêter Noël ici. » La femme effrayée leva la tête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle. « Que tu comptes rester ici à boire en compagnie de celui que tu attends ? Il n'y a pas de rideau aux fenêtres ici. Si quelqu'un venait à passer, on vous verrait. » Elle était furieuse. Cette pièce communale, tout comme l'église, appartenait à la paroisse, et elle la considérait pratiquement comme un lieu saint. Elle ne pouvait pas imaginer qu'on l'utilisât pour une beuverie. Mais Anders Öster, lui, n'acceptait pas qu'on contraria ce jour-là ses désirs. « Ne discute pas, Bola, dit-il. Je te dis que je veux manger le repas de Noël ici ce soir. » C'était la grande taille de la table, de la chaise et de la pièce qui l'attirait. S'il pouvait réveillonner, assis dans une chaise si imposante, manger à une table à laquelle 20 ou 30 convives auraient facilement pu s'asseoir à ses côtés, contemplant une pièce où se réunissaient tous les puissants de la commune, il se sentirait un homme respecté, tel un paysan fortuné, c'était de cela qu'il avait besoin. « Sois sûr que si jamais tu fais une chose pareille, tu perdras ton emploi, dit la femme. Il n'est pas question que tu fasses une telle folie tant que je serai encore en vie. » Lorsqu'il entendit sa femme s'opposer aussi fermement à son désir, la colère d'Anders Öster ne connut plus de bornes. Tout le découragement qui s'était accumulé en lui se mit à bouillir et voulut éclater. Il ne lui répondit pas, monta seulement l'escalier 4 à 4, traversa les combles pour entrer dans leur logis, où il décrocha du mur son fusil de chasse. Puis il se glissa, à pas feutrés, par où il était venu, jusqu'à l'escalier, et se pencha au-dessus de la rampe de manière à voir sa femme, toujours à 4 pattes en train de nettoyer le plancher de l'entrée. « Bola, Bola !» appela-t-il d'une voix si suave et si douce qu'on l'aurait dite dégoulinante de miel. « Tu as bien dit que je ne devais pas toucher au plat du réveillon à la table communale tant que tu seras en vie. »« Oui, c'est ça !» cria-t-elle durement en retour, mais alors même qu'elle venait de répondre, elle sentit que ce ton mielleux de la voix ne présageait rien de bon, et quand elle jeta un rapide coup d'œil en haut, elle aperçut quelques zones au-dessus de sa tête, l'orifice luisant du canon d'un fusil. Elle se jeta en arrière. À l'instant même, l'entrée fut pleine de fumée et de feu, et une balle frappa le plancher juste devant elle. Dieu Tout-Puissant! Elle abandonna brosse et seau et se rua à corps perdu dehors dans le noir. Anders Öster ne tenta rien pour la poursuivre. Il émit un petit rire froid et grinçant, comme précédemment sur la route, puis retourna calmement suspendre le fusil à sa place. Ensuite, avec beaucoup d'habileté et de rapidité, il s'installa comme il le désirait et poussa le nécessaire à nettoyage dans un coin de l'entrée pour avoir le libre passage et descendit ensuite dans la pièce communale tout ce que sa femme avait préparé pour le festin. Il étala une nappe sur la table de réunion, disposa de jolis bougeoirs à branches, plaça entre eux une grosse motte de beurre soigneusement décorée, amena ensuite plusieurs sortes de pains frais, du fromage maigre et du fromage gras, de la saucisse et du jambon, un gigot, un broc de bière de Noël, puis des couteaux et des assiettes. Pour finir, il traîna en bas le tonnelet d'eau de vie
qui posa au centre de la table avec un cercle de verre sous le robinet. Quand tout fut en ordre, il s'assit dans la chaise présidentielle et mangea et but tranquillement, pénétré d'un profond sentiment de bien-être. La colère accumulée en lui et qu'il avait tourmenté au point que tout son corps en était douloureux, avait sans doute trouvé son exutoire dans le coup de fusil. Il ressentait maintenant un tel soulagement qu'il ne pouvait s'imaginer qu'avoir bien agi. Pourquoi sa femme devait-elle s'opposer à ce qui n'était qu'un désir innocent? Il lui incombait d'être soumise à son époux. Elle n'avait eu que ce qu'elle méritait. Il n'avait exercé à son encontre qu'un acte de justice, et non seulement de justice, mais de sagesse. Il se remémora un tas d'occasions où elle l'avait renaclé, mais désormais, ça n'était sans doute fini de ce genre de choses. Maintenant, elle avait appris qui était le maître de la maison. Bonne trouvaille de lui tirer dessous. Dorénavant, il courrait des jours plus tranquilles et profiterait mieux de son mariage. Il se sentait fatigué et avait faim, et mangea de bon appétit. Un moment plus tard, se sentant rassasié, et repensant néanmoins avec regret à ce qu'il n'avait pas été en mesure de rassembler une compagnie. Alors brusquement, il se souvint du crâne. « Je crains qu'il ne fasse comme les autres, et ne vienne pas, dit-il. Le meilleur moyen est peut-être encore d'aller le chercher. » Il mit son chapeau, franchit les quelques pas jusqu'au cimetière et revint bientôt avec le crâne dans la main. Beaucoup de terre restait collée dessus, il le trempa dans le seau pour l'essuyer avec la serpillière. Quand il eut rendu aussi beau que possible, il le posa sur la table en face de lui. Pendant ce temps, sa femme, bouleversée et en pleurs, se trouvait dans une ferme à quelques pas de l'église. Elle avait trouvé refuge chez des bons amis et voisins qui essayèrent de la consoler, et comme on était soir du réveillon, elle fit de son mieux pour cesser de pleurer et ne pas gâcher leur joie avec ses lamentations. Cela dit, elle avait l'impression d'être au bord d'un gouffre, prête à y basculer. « Il me tirait dessus, pensa-t-elle sans cesse. Il a voulu me tuer. Qu'allons-nous devenir s'il avait été ivre ? Alors on aurait pu oublier ça, mais il était sobre et c'était pour une broutille qu'il avait voulu la tuer. » Pensa aux longues années qu'ils avaient vécues ensemble. Durant plus de 20 ans, ils avaient partagé bonne et mauvaise fortune, et maintenant il arrivait à lui tirer dessus. C'était donc qu'il n'y avait pas en lui la moindre trace de tendresse pour elle, après toute la misère et tous les soucis qu'ils avaient traversés ensemble. Dans la ferme où elle s'était réfugiée, 2 petits garçons semblaient extrêmement intéressés par l'histoire. À plusieurs reprises, ils sortirent dehors, regardèrent par la fenêtre de la salle communale, et lui racontèrent ce qu'ils avaient vu. Il est en train de descendre les plats, ils préparent la grande table de réunion, racontèrent-ils. Puis, un peu après, ils dirent « Maintenant, il est assis sur la grande chaise et il mange et boit. » La fois suivante, ils expliquèrent qu'il était en train de parler, exactement comme s'il y avait quelqu'un avec lui dans la pièce. Il levait son verre et trinquait avec quelqu'un que les enfants n'avaient pas réussi à voir. La femme se souciait peu de ce que faisait son mari. Elle n'arrivait pas à penser à autre chose qu'au fait qu'il lui avait tiré dessus. Penser l'homme qui avait promis de l'aimer pour le meilleur et pour le pire lui avait tiré dessus. Elle estimait impensable de retourner auprès de lui, pas tant à cause de l'idée qu'elle vivait dans une crainte perpétuelle d'un homme qui saisissait son fusil à la moindre occasion. Non, ce qui l'empêchait de retourner chez elle, c'était plutôt le sentiment paralysant qu'il devait la haïr puisqu'il était capable de l'agresser de la sorte. On ne remédiait pas à ça. Jamais cela ne pourrait être guéri, jamais être effacé. Le fondement même sur lequel ils avaient bâti leur bonheur s'était écroulé. Désormais, ce bonheur leur avait échappé. De fréquents frissons la parcouraient tandis qu'elle aidait la fermière à tourner le riz au lait et à dresser la table. « Il m'a quand même tué avec son coup de fusil, pensa-t-elle. Il m'a traversé le cœur de part en part. » Elle venait de s'installer à la table de Noël avec les autres lorsque la porte s'ouvrit tout doucement et que le mari entra. Il ne pénétra pas dans la pièce mais resta dans l'ombre à côté de la porte. Il ne lui fit pas signe de venir près de lui, ne fit pas le moindre mouvement, resta là, simplement. Tout d'abord, elle ne ressentit que de la colère de le voir oser ainsi s'approcher d'elle. Elle se força à ne pas le regarder ou à ignorer sa présence, mais bien entendu, elle fut incapable de s'empêcher de jeter un regard ou deux vers la porte, et elle fut étonnée de le voir aussi immobile. « Il lui est arrivé quelque chose, pensa-t-elle. Son visage est tout blanc. Il est sûrement tombé malade. Peut-être avait-il de la fièvre tout à l'heure quand il m'a tiré dessus. » Elle se leva de table et dit à voix basse « Je vous remercie pour tout. » Puis elle se dirigea vers la porte. L'homme la lui ouvrit, elle la précéda dehors jusqu'à la maison communale. Il marchait en silence et elle eut l'impression de suivre son fantôme plus que lui-même. Elle savait comment il avait dressé la table dans la pièce communale, mais il n'en restait plus trace et tout était remis en place. Elle monta l'escalier jusqu'à leur logement au grenier. Là aussi, tout était comme au moment où elle s'était enfuie en courant.
La seule chose qu'elle ne reconnaissait pas était un crâne, posé sur une table dans un coin de la pièce. L'homme avança à côté de la table et montra le crâne. « Regarde-le, dit-il. » Elle le fit, mais n'eut pas l'impression de remarquer quoi que ce soit de spécial. « Est-ce que tu remarques qu'il a été tué d'un coup de fusil ? Assassiné ?» dit-il. « Ce n'est pas un suicidé. Le coup est arrivé de derrière, ici, de près de l'oreille. »« Oui, effectivement, dit-elle. » Elle commençait à sentir monter en elle une attente. « Te souviens-tu d'avoir entendu parler de quelqu'un qui aurait été tué ici, dans cette commune ? » « Non, un tel acte n'a jamais été commis de notre vivant, ni de vivant de nos parents non plus. Rares ont sans doute été les cas de gens assassinés dans cette région. Celui-ci est peut-être le seul de tous ceux qui ont été mis en terre dans le cimetière qui soit tombé sous le coup d'une balle. Il est venu chez moi ce soir justement. » Il hocha la tête à l'adresse de sa femme pour appuyer ce qu'il venait de dire, puis continua. « Rends-toi compte. Parmi tous les milliers de crânes qui ont été enterrés au cimetière, seul celui-ci sans doute a été transpercé par la balle d'un assassin. Et c'est justement celui-là qui se trouve maintenant devant moi. » Sa femme continuait à garder le silence. « Il se trouvait sur mon chemin quand je suis rentrée ce soir. Celui-là, justement, avec la marque de la balle. Il voulait se montrer à moi, mais je ne l'ai pas trop regardé à ce moment-là. Puis alors que je me trouvais seule ici, il n'a cessé d'apparaître dans mes pensées, si bien que finalement il a fallu que je sorte le chercher. Je trouvais dommage de le voir seul, dehors, dans le noir et le froid, et d'autre part, j'avais besoin de quelqu'un à qui parler. C'est quand je l'ai posé devant moi sur la table et empli un verre pour trinquer avec lui que j'ai vu qu'il était perforé par une balle. Qu'en dis-tu, Bola ? D'où vient-il et pourquoi s'est-il mis sur mon chemin ce soir justement ? Qu'est-ce qui a fait qu'il a fallu que je le rentre, lui, juste après t'avoir tiré dessus ? Ce devait être Dieu, chuchota-t-elle en joignant les mains. Oui, dit-il en chuchotant lui aussi. Il en était ainsi. C'était la volonté divine. Dieu a voulu que je le voie, lui, justement, pour me montrer ce que j'avais voulu faire. Il m'a été envoyé pour que je comprenne mon très grand péché et mon caractère pitoyable. Ils s'approchèrent l'un de l'autre dans la moindre réserve. Ils se tinrent mutuellement les mains et restèrent immobiles devant le crâne. Ce crâne qui manifestement leur était envoyé par Dieu et leur disait par sa présence que Dieu s'occupait d'eux, qu'il avait pitié d'eux et voulait les sauver. Ils sentirent brusquement que tout le reste était sans importance. La femme n'exigea pas que l'homme lui dise qu'il regrettait. Elle avait totalement oublié qu'elle ne voulait plus vivre avec lui. L'homme ne pensait plus à qui des deux allait désormais régner dans la maison. Ils auraient pu être 1000 fois plus remontés l'un contre l'autre, auraient pu avoir 1000 fois plus de choses à se reprocher, que tout cela aurait été oublié devant la certitude salutaire que Dieu s'était penché sur eux et avait voulu les empêcher de commencer à se haïr. Dieu leur voulait du bien, et c'est la raison pour laquelle il leur avait envoyé un signe, et devant l'immensité de celui-ci, ils oublièrent non seulement leur colère l'un envers l'autre, mais oublièrent aussi leur pauvreté, leurs soucis devant l'avenir, car ils ressentaient le plus grand bonheur que des êtres humains puissent éprouver. Fin.